Souvent, quand on parle d'inégalité de santé dans la communauté LGBT, on se focalise beaucoup sur les gays et les bi, et on se focalise uniquement sur l'aspect VIH-Sida. Le problème, c'est que c'est une double limitation dans notre manière de voir les choses. Premièrement, parce qu'il n'y a pas que les gays et les bi qui ont des problèmes de santé particuliers dans la communauté, et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas que le VIH-Sida dans la vie. Alors, s'il est vrai que la prévalence de VIH-Sida est 50 fois plus élevée chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes par rapport aux hétéros, il y a quand même d'autres sujets qui sont nécessaires d'aborder. Il y a d'abord tout ce qui a trait à la santé mentale. On se retrouve avec une prévalence qui peut être 2 fois supérieure par rapport aux hétéros pour les lesbiennes, les gays et les bi en termes de dépression et de troubles anxieux. On sait qu'une personne trans sur 2, plus d'une personne trans sur 2 a des problèmes de dépression, et que ça se traduit notamment par des taux de suicide qui sont de 4 à 10 fois supérieurs, 4 fois pour les personnes lesbiennes, gays et bi par rapport aux hétéros, 10 fois pour les personnes transgenres par rapport aux personnes cisgenres. Il y a aussi des problèmes de consommation problématique, à distinguer de la consommation qui est juste festive, qui sont plus fréquents dans toute la communauté LGBT. On a aussi des problèmes de violence, à la fois de violence homophobe, de violence transphobes, mais également, et ça on en parle très peu, de violences conjugales et de violences sexuelles. En termes de violences conjugales et de violences sexuelles, les plus touchées dans la communauté sont les femmes bisexuelles. Des études montrent que près d'une femme bisexuelle sur 2 a subi une agression sexuelle une fois dans sa vie. Les hommes transgenres, près d'un homme trans sur 3 a subi une agression sexuelle une fois dans sa vie. Et même chez les gays, les bi et les lesbiennes, on retrouve des taux qui sont assez importants d'agression sexuelle et de viol. Il y a beaucoup d'études qui montrent le lien entre la dépression, l'abus de substances, la violence et les risques sexuels, ou avec l'adhérence aux traitements antirétroviraux, ou avec la charge virale, ou les tentatives de suicide et autres. Et c'est vraiment important d'agir de manière pluridisciplinaire dans un cadre qui est sécurisé et bienveillant. Un cadre qui respecte la pluralité d'identités et de pratiques que l'on retrouve au sein de la communauté LGBT. Un cadre qui ne reproduira pas la stigmatisation que l'on peut déjà retrouver. C'est excessivement important que les professionnels de la santé, à tous les niveaux, médical et paramédical, soient formés sur ces questions-là, savent quelles vulnérabilités ils doivent prendre en compte et savent comment s'adresser aux gens, comment poser les questions, comment parler, simplement comment genrer correctement une personne transgenre qui vient en consultation. Poser des questions sur les pratiques sexuelles sans être stigmatisant, poser des questions sur la consommation de substances sans être stigmatisant sur la consommation de substances. Il y a toute une formation à faire à ce niveau-là et tout un travail à faire pour changer notre manière de voir les choses, décloisonner notre manière de considérer la santé, où on la prend indépendamment de son contexte social, d'expériences de discrimination et des facteurs structurels qui renforcent ces discriminations. Quand on a déjà des problèmes de discrimination à l'emploi, par exemple, la santé ne suit pas. Quand il y a des problèmes de pauvreté qui sont renforcés par ces problèmes de discrimination à l'emploi, la santé ne suit pas non plus. Et il faut attaquer globalement à la santé si on veut espérer avoir une amélioration globale pour notre communauté. Plus on a une relation sincère avec son médecin, et plus on a une relation complète, et plus le médecin a d'informations, et mieux il pourra prendre en charge la personne en face de lui. Maintenant, actuellement, il y a encore des barrières par rapport à ça. Beaucoup de médecins ne sont pas nécessairement à l'aise pour parler d'orientation sexuelle ou de pratiques sexuelles. Beaucoup de patients ne sont pas à l'aise pour parler d'orientation sexuelle ou de pratiques sexuelles. Donc il y a déjà un tabou à briser dans un premier temps si on veut arriver quelque part. Il ne faut pas hésiter à poser la question, il ne faut pas hésiter à en parler. Ça peut donner plus d'informations sur comment dépister, dans quel site le faire, quelles sont les choses auxquelles être vigilant. On sait par exemple que pour les femmes lesbiennes et bisexuelles, il y a un manque flagrant de dépistage d'IST, un manque flagrant de dépistage du papillomavirus, et donc plus de risque d'avoir une lésion au niveau du col utérin qui évolue mal, qui évolue en cancer parce qu'on l'aura laissé traîner en pensant à tort que puisque c'est 2 femmes qui avaient des rapports sexuels ensemble, il n'y avait pas de risque. Pour les personnes intersexes, une problématique évidente, c'est tout ce qui est assignation forcée à la naissance, tout ce qui est réassignation génitale forcée, qui sont vécues pour beaucoup des personnes intersexes et pour les organisations qui les défendent comme des mutilations et qui sont une forme de violence médicale institutionnalisée à ce niveau-là et qui ont des conséquences tout au long de la vie des personnes en question. 2 modèles théoriques sont intéressants pour bien comprendre l'origine de ces inégalités de santé et mieux voir comment les adresser correctement. Premièrement, il y a le modèle du stress minoritaire
qui a été développé par Meyer en 2003 et qui postule très simplement que les personnes issues de minorités sexuelles ou de genre sont exposées à un stress supplémentaire par rapport aux personnes hétérosexuelles et cisgenres. Ce stress supplémentaire, ce stress minoritaire, a deux versants. Un versant distal qui est composé des expériences de rejet, de discrimination, de violence que les personnes rencontrent, et un versant proximal qui correspond à l'intériorisation de ce stress, à savoir l'homophobie, la biphobie et la transphobie intériorisée, le fait d'avoir entendu tellement de discours homophobes ou transphobes qu'on considère ces discours comme vrais, y compris pour soi, le fait de dissimuler son orientation sexuelle ou son identité de genre, de peur de subir de la violence, et l'anticipation d'événements de rejet, de violence. Le fait d'avoir ce stress supplémentaire, qui n'existe que quand on est membre d'une minorité, a un coût en termes de ressources cognitives et de ressources mentales, ce qui peut provoquer une vulnérabilité aux problèmes de santé mentale, en termes de dépression, d'anxiété, mais également qui peut entraîner des mécanismes de régulation dysfonctionnels, comme l'abus de substances pour oublier son stress ou pour gérer sa dépression. Donc, le modèle du stress minoritaire permet vraiment de comprendre comment la discrimination peut rentrer sous la peau des individus de manière à déstabiliser leur psyché et permet de faire le lien entre le social et le psychologique à ce niveau-là. L'autre modèle qui est intéressant pour bien comprendre la situation, c'est la syndémie. Syndémie est formée du syn de synergie et du démi d'épidémie. Simplement, une syndémie, c'est une synergie de problèmes de santé, d'inégalités de santé au sein d'une population donnée, que l'on retrouve plus fréquemment au sein de cette population-là et qui se renforcent mutuellement. L'approche syndémique a comme avantage, par rapport à l'approche classique, de ne pas cloisonner chaque problème de santé, mais plutôt de voir comment la dépression, le VIH, la violence conjugale, l'anxiété, l'abus de substances interagissent ensemble pour globalement donner un état de santé inférieur chez les personnes LGBT par rapport aux personnes hétérosexuelles et cisgenres. Ça pousse à envisager des approches pluridisciplinaires pour régler ces problèmes-là, et ça pousse à envisager la santé de manière globale et de focaliser le bien-être social, mental et physique des personnes en face de soi. Heureusement, il existe des structures et des initiatives qui permettent de lutter un peu contre ça. Je pense notamment au réseau Très Très Bons Médecins d'Execo ou au projet GoToGynéco de Telke et Léo-Yes ou au réseau psychomédico-social trans-interbelge de genre pluriel. L'objectif à chaque fois, c'est de mettre en relation des patients avec des médecins qui sont formés sur ces questions-là, qui sont respectueux, qui sont à l'écoute, pour éviter d'avoir des expériences malheureuses comme on peut en avoir malheureusement.